comment tu vas faire financièrement, tu sais jamais combien tu gagnes. On pense qu'on sait qui on est. Je suis hypersensible, je suis timide, je suis extravertie et on se pose plein d'étiquettes. Pourquoi je suis comme ça? C'est pas possible. Ça n'a rien à voir avec une question de volonté, une question de discipline, rien à voir. Est-ce qu'on peut vraiment tout plaquer à 26 ans, passer du Festival de Cannes à l'hypnose thérapeutique? C'est le pari fou qu'a fait Manon Vercouter. Aujourd'hui, elle nous raconte comment elle a brisé ses propres schémas pour construire une vie qui lui ressemble enfin. Mais aujourd'hui, c'est Arthur qui va mener l'interview. Et tu vas voir, son parcours va te donner un sacré coup de boost. Mais juste avant de leur laisser la main, il faut que je te parle d'un chiffre. 79% d'entre vous regardent la chaîne sans être abonnés. Et non, les amis, il faut corriger le tir. Là, abonnez-vous. Si tu aimes vraiment ce genre de discussion, abonne-toi dès maintenant. Et aussi, pour soutenir la chaîne, tu peux mettre un like et me dire en commentaire quel a été pour toi le plus gros risque que tu as pris dans ta carrière. Je lis tout et en vrai, ça m'intéresse de fou. Enfin, dernière petite chose les amis, si toi aussi tu souhaites participer à l'émission pour présenter ton activité, c'est assez simple. Tu peux soit scanner le QR code, ou alors aller dans la description, il y a le lien de notre site internet où il faut juste simplement remplir un questionnaire. Sur ce, bienvenue sur Horizon Podcast. Bienvenue sur Horizon Podcast, la chaîne qui met en lumière les entrepreneurs de la métropole lilloise. Et aujourd'hui, nous recevons Manon Vercouter qui est dans l'hypnose. Salut Manon. Salut Tu vas bien? Très bien et toi? Du coup, on va faire un petit tour sur ton parcours, les choix que tu as pu faire. Ensuite, tes prises de risques, ton passé vagabond et après ce qui t'anime chaque jour. Mais avant de commencer, je voudrais que tu m'expliques brièvement ce que tu fais avant de pouvoir démarrer sur la suite. Alors brièvement, ça va être compliqué, mais ça tombe bien qu'on ait un peu de temps. Moi, aujourd'hui, j'accompagne les personnes qui se sentent bloquées dans des schémas répétitifs, qui répètent en fait des histoires sans parvenir à en sortir et qui ne savent pas pourquoi, qui ne savent pas d'où ça vient. Donc j'accompagne à la fois des particuliers, donc des personnes sur des problématiques personnelles. Pourquoi je rencontre toujours le même type de nana ou le même type de mec? Pourquoi à chaque fois que j'ai un emploi, ça se passe mal? Pourquoi j'ai l'impression que mon compte en banque il est limité à un certain montant? Et en même temps, j'accompagne également des entrepreneurs justement à se libérer de tous les schémas inconscients, toutes les croyances limitantes qui les bloquent dans l'évolution de leur entreprise, dans leur évolution professionnelle et dans le fait de trouver un équilibre entre le pro et le perso, parce que c'est souvent un vrai sujet chez les entrepreneurs. C'est sûr. Donc voilà ce que je fais à peu près depuis maintenant 5 ans. Et la particularité que j'ai, c'est que moi, je suis vraiment spécialisée dans le transgénérationnel. Donc tout ce qui va être et tout ce qui va concerner les transmissions inconscientes familiales. Parce qu'en fait, on en parlera je pense plus tard, Tout à fait. mais presque tout vient de la famille et de la façon dont on s'est construit en fait dans notre identité, dans nos comportements. Donc c'est intéressant d'aller voir ce qu'on a amené dans notre vie aujourd'hui d'adulte, mais qui vient de bien avant nous et parfois même avant notre naissance. C'est ça, et moi j'en fais les frais parce que justement Manon m'accompagne et en effet il y a plein de choses qu'on cumule et on ne s'en rend pas forcément compte et ça nous bloque sur notre business et puis sur notre parcours, quoi. Avant de travailler avant de te lancer du coup dans l'hypnose, au tout début, raconte-nous un petit peu ton parcours. Étudiante, on commence étudiante. Eh ben oui, si tu veux, sachant qu'on était ensemble au collège, si Oui, on remonte mais vraiment on peut loin, remonter à ça. en quatrième. C'est vrai qu'on était ensemble au collège, donc déjà, c'est assez improbable de se retrouver C'est ici, ça. maintenant. Je trouve ça génial. Après le collège, parce que bon, il n'y a pas grand-chose à dire sur le collège, moi, je suis rentrée au lycée européen Montebello. Je suis de Lille d'origine, donc de toute façon, voilà, j'ai fait un peu mon chemin ici. Donc je suis allée à Montebello, c'était la première année où ils ouvraient la classe de section internationale britannique, ils appelaient ça la SIB, qui m'a permis de faire un bac option internationale. Et après ça, j'ai fait une licence, enfin en tout cas j'ai fait la première année, j'ai fait une L1 de philo à Lille 3. Ouais. Et en même temps, je faisais une prépa aux IEP, prépa aux instituts d'études politiques, parce que j'avais envie de faire Sciences Po, parce que je ne savais pas ce que je voulais faire. Donc en gros, je me suis dit, bon, si je fais Sciences Po, j'aurai encore 5 ans dans une filière assez générale et je pourrais décider après, sachant que j'étais quand même intéressée par la com, les relations internationales, etc.
À la fin de ma prépa, donc j'ai eu plusieurs concours. J'ai choisi d'aller à Sciences Po Bordeaux parce que spécifiquement, cette IEP propose une section britannique. Donc c'est-à-dire que sur les 5 ans de master, tu peux passer ta première et ta troisième année. Là, c'est au Pays de Galles, c'est imposé, donc à Cardiff. Donc j'ai passé 2 ans là-bas. Et puis, j'ai fait un master de relations internationales qui m'a permis d'aller vivre en Californie, toujours par le biais en fait, de Sciences Po. C'était aussi une nouvelle section qui venait d'ouvrir là-bas. Ouais. Donc j'ai fait un master géopolitique relations internationales. À la fin de mes 5 ans donc, d'études, c'était très chouette. J'ai beaucoup voyagé, j'ai appris plein de choses. Et je me suis dit, je ne veux pas faire ça. C'est fou de se dire, tu fais autant d'études pour au final dire, en fait, ça ne m'est pas. Parce qu'en fait, si je résume, tu as fait un bac international, prépa Sciences Po, double master étranger en géopolitique et relations internationales. Fille très scolaire, très sérieuse. Je me souviens, de toute façon. C'est ça. Pas la première de classe, Très mais carré. limite, quoi. Et à la fin du coup de tes études, tu as essayé que c'était pas pour toi. Tu as Ouais, essayé de partir un peu partir un peu à contresens. Et qu'est-ce qui s'est totalement. passé à ce moment-là? En fait, sur les derniers mois de mon master, j'étais en master de recherche, donc du coup, j'avais plus cours et j'avais le temps pour écrire un mémoire. Et je me suis rendu compte que ce que je faisais, ça m'intéressait intellectuellement, mais je me projetais absolument pas là-dedans. D'autant plus qu'après la Californie, j'avais été dans ce qu'on appelle là-bas une postgraduate school, donc en gros, c'est voilà, une université spécialisée dans les relations internationales, où il y avait déjà des étudiants qui étaient plus âgés que moi, qui avaient déjà fait des stages à l'ONU ou dans des instances diplomatiques similaires, et qui m'ont un peu raconté comment ça se passait. Et je me suis rendu compte que moi, si ça me passionnait ces sujets-là de relations internationales, de géopolitique, c'était parce que j'avais envie de faire aussi une petite différence, tu vois. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était tellement des énormes machines bureaucratiques que pendant des années, je ferais des comptes rendus et que ce serait très compliqué. Et, et puis moi, bon, le côté très hiérarchique, le côté très bureaucratique, c'est pas trop mon délire. Donc, C'est marrant parce que c'était pas justement, c'était un peu comme ça, c'est parce que tu as suivi un petit peu le schéma familial. Alors voilà. qu'au final, tu es pas du tout comme ça. Mais c'est fou, hein. C'est exactement ça, en fait. Je me suis rendu compte vraiment à la fin de mes études que j'avais... Alors, je remets pas du tout la faute Oui, sur mes parents ou le choix normal. sur mes parents, mais je me suis rendu compte que j'avais répondu à un schéma inconscient de conformité Moi, mes parents, en fait, ils ont jamais fait des grandes études. Ma mère, elle a arrêté l'école à 16 ans. Mon père, il a fait un bac informatique, tu vois. Et après, en fait, donc, en études pro, et après, c'est tout. Et donc, de ce fait-là, moi, ils m'ont toujours dit, travaille dur, faut que tu aies un CDI, faut faire des bonnes études pour avoir un bon travail, pour que tu sois sécurisé. Et donc, en fait, inconsciemment, ben, j'ai acquiescé de ce contrat, on va dire, implicite, et j'ai suivi ça jusqu'à ce que je me rende compte que c'était pas exactement ce que je voulais faire, tu vois. Ouais. Et donc, ben, je me suis dit, je sais ce que je veux pas faire, mais maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Parce que je voyais tous mes potes de promo, en fait, qui se trouvaient des stages de fou, tu vois, dans ce qu'ils voulaient. Et moi, j'étais là, genre, bah, je sais pas ce que je veux faire. Et donc, en fait, je me suis rendu compte que dans mes activités extrascolaires, j'aimais bien écrire. J'avais participé à un concours avec le Parlement européen, etc. Donc, il y avait quand même cette notion, on va dire, médias, relations internationales, mais plutôt voilà, sur le côté communication. Et je me suis dit, bah, la communication culturelle, je trouve ça quand même super intéressant, j'ai un peu d'expérience là-dedans. Et du coup, bah, en fait, je me suis dit, pourquoi pas travailler dans ce milieu-là. Et en fait, en réfléchissant, en regardant un petit peu ce qui se faisait sur le marché comme offre, je me suis rendu compte que le monde du cinéma, c'était littérature ou cinéma. Et en fait, j'ai trouvé une opportunité par grande chance aussi, mais dans le monde du cinéma. Et donc, je me suis retrouvée sans diplôme, sans diplôme là-dedans, à bosser dans le cinéma. Bon, les amis, je coupe 2 petites secondes l'épisode. Manon, elle nous explique qu'il faut savoir prendre sa place. Mais sur le web, si les gens ne te trouvent pas, ton projet ne peut pas décoller. Et c'est justement pour ça que j'aimerais te parler d'Emilie. Alors Emilie, je ne sais pas si tu te souviens, mais ça a été la première invitée de mon podcast. Donc tu peux retrouver l'épisode juste ici. Elle est experte SEO, donc c'est du référencement naturel. Et c'est elle qui a entièrement refait mon site internet et son domaine, donc c'est le SEO. Alors pour te la faire courte, le SEO, c'est une méthodologie de mots-clés optimisée pour justement faire en sorte que ton site internet remonte tout seul sur Google quand tes clients cherchent justement une solution.
À la base, j'avais fait un site internet qui n'avait rien à voir avec le podcast. C'était pas du tout optimisé, donc elle était totalement invisible. Et maintenant, grâce à elle, elle a refait tout mon site internet. Et ce n'est plus une simple jolie vitrine, en fait. C'est devenu une vraie page internet qui m'apporte du monde et de la visibilité tous les jours sans que j'ai à courir après. Si toi aussi tu veux que ton site internet soit visible sur Google et que ça te permet de générer des clients, tu peux faire comme moi. Je te mets en description les liens, les coordonnées d'Emilie, ou alors il y a un QR code qui apparaît, tu peux le scanner et ça te permettra d'aller directement sur son site internet. Avant de reprendre l'épisode, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo et nous laisser en commentaire tes réactions à propos de l'épisode. Qu'est-ce que tu penses d'Arthur? Est-ce qu'il gère? Comment tu vois tout ça? Tout ça, moi, ça m'intéresse. Donc, donne-moi ta réaction en commentaire. Tu as appris un petit peu sur le tas, quoi. Tu as été attaché de presse dans le cinéma, à l'édition à Paris, tu as fait tout ce qui est plateau de TV, le festival de Cannes. Tu gérais seul tout ce qui est équipe de film. Enfin, c'est fou, il y a 24 ans de faire ça. Et voir des festivals entiers. Et du coup, tout ça sans diplôme, sans... Ouais, en fait, je me souviendrai toujours de quand j'ai ce poste-là, je l'ai trouvé par l'intermédiaire c'était quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui avait besoin de quelqu'un. Et en fait, c'était que par du réseau parce que ces offres de postes-là ne se trouvent pas sur LinkedIn ou dans les journaux, quoi. Ouais, bah normal. C'est vraiment que du bouche à oreille. Et donc, en fait, j'ai fait l'entretien d'abord avec la personne qui deviendrait ma future collègue. Ouais. Et puis, une fois qu'elle m'a un peu validée au niveau de c'était vraiment la vibe, on va dire, et l'énergie, elle m'a fait rencontrer le boss. Et là, vraiment, je m'en souviendrai toute ma vie parce que je suis arrivée dans un petit appart parisien refait, vraiment où c'était tout petit bureau. Ils étaient 3, 4, je pense. Moi, je m'étais bien apprêtée, tu vois, j'avais mis voilà, une petite chemise, etc. Pas forcément, hein, pour Le boss arrive avec 1 heure de retard. Ok, génial. Ça Il annonce se ta couleur. jette sur le canapé, puis il me regarde, puis il me fait OK, Vous êtes qui, bonjour. Il avait oublié en plus qu'il avait l'entretien. Et je sors mon CV et il prend, il fait ouais, non, ça, j'en ai pas besoin. Parle-moi de toi. Et en fait, on a parlé comme ça de ce qu'on aimait faire dans la vie, du cinéma, de mes goûts, de mes compétences au-delà des diplômes. Et il a dit ouais, OK, c'est bon, t'as le poste. Et ça s'est fait comme ça, en fait. Et qu'est-ce qui a fait, enfin, son choix, comment ça s'est fait que C'est la personne avec qui j'ai travaillé, de toute façon, je peux le dire, l'info, elle est trouvable partout. C'est Hassan Guerrar et c'est un attaché presse qui est très connu à Paris parce qu'il est un peu self-made. C'est-à-dire que lui, il a commencé sur Paris, il faisait les courriers voilà, dans des grandes agences et en fait, il s'est fait prendre sous l'aile par quelqu'un qui était influent dans le milieu et il a un peu évolué sur toutes ces étapes jusqu'à fonder en fait son agence. Et donc du coup, c'est pas quelqu'un qui est très conformiste. Hassan, c'est tu l'aimes ou tu le détestes. Et du coup, il y a vraiment pas d'entre-deux avec lui et il fonctionne très au feeling et à l'énergie. Donc en fait, il s'en fiche totalement des diplômes parce que pour lui, ça veut rien dire. Et donc si ça tout a le été monde une pouvait chance. fonctionner comme ça, enfin, pratiquement, mais ça roule. Et qu'est-ce qui, du coup, a fait que quel est le changement enfin, c'est comment dire? Je ne vais pas dire ton pourquoi, mais qu'est-ce qui a fait que tu es passé de ça, du coup, à ce que tu fais maintenant? Alors en fait, donc j'ai fait 1 an dans le cinéma, ensuite j'ai fait 2 ans dans le littéraire, toujours attachée presse. Et je sentais que sur le papier, tu vois, j'avais un taf qui était intéressant. Je faisais quand même des trucs de fou, comme je te disais, comme tu le disais, même les plateaux télé, Festival de Cannes, etc. J'avais mon appart, j'étais en couple, enfin tout allait bien, mais pourtant à l'intérieur, je me Il sentais manquait quelque chose. ouais, il manquait quelque chose et même pire que ça, j'avais l'impression de me sentir en décalage. Comme si je vivais la vie de quelqu'un d'autre, comme si j'étais totalement, tout le temps, à côté de mes pompes. Et je me suis dit: «Waouh!» j'avais 25 ou 26 ans à l'époque. 26 ans, je me suis dit: «C'est pas possible en fait que je continue indéfiniment comme ça». Et en fait, j'en pouvais plus du travail dans lequel j'étais. Donc quand je travaillais dans la littérature, il y avait trop de charges, il
Il y avait trop de stress. C'est un milieu aussi particulier qui peut être très dur envers les femmes et Bah, ça me envers choque pas, ouais. les jeunes également. Moi, j'avais des personnes, des talents, comme on les appelle, avec qui je travaillais. Et quand ils voyaient que j'étais leur attachée presse, ils me demandaient mon âge. Ils pensaient que j'étais l'assistante ou la stagiaire. On mettait en cause mes compétences ou mon expertise sans même avoir fait quelques rendez-vous avec moi et vu comment je travaillais. Des personnes qui préféraient appeler mon patron plutôt que moi qui étais sur le dossier. Ouais. Donc, psychologiquement et émotionnellement, en fait, c'était pas du tout OK. Constamment, j'avais l'impression de devoir me forcer à rentrer dans des cases pour convenir aux autres et à pas faire trop de vagues, à être toujours dans ce schéma justement de la petite fille polie, et cetera. Et je me souviendrai toujours, quand je suis arrivée dans cette autre agence, du coup, quand j'étais dans l'édition, au tout début, mon patron, à un moment, il m'a prise dans son bureau et puis il m'a dit: «Écoute, Manon, non, j'adore ce que tu fais, tu travailles très bien, et cetera, mais en gros, il faut prendre un peu moins de place. Voilà, faut respecter certains codes. Ah Et vraiment, ce truc de restructuration, il dit, voilà, en gros, il me l'a pas dit comme ça, mais c'était, toi, tu es là et moi, ouais, je tu suis là, restes à ta quoi. place et puis C'est ça. tu fais ce qu'on te dit de Et je faire devais et vraiment, en fait, constamment m'écraser. Et dès qu'il y avait quelque chose sur lequel je n'étais pas d'accord, c'était pas forcément pris en compte, et cetera. Donc moi, je me suis dit: «Ça peut pas durer comme ça». Et en parallèle de ça, j'avais énormément d'amis qui, voilà, n'avaient même pas 30 ans, puis qui me disaient, «Ah bah là, enfin, ils me le disaient pas, je le voyais, ils étaient en burn-out. Certains qui ont été mis en arrêt pendant longtemps et qui me disaient: «Non, mais j'aime pas ce que je fais, je mets de l'argent de côté pour plus tard». Je dis: «Ouais, mais en fait, tu peux te faire écraser par un bus demain, quoi, enfin, ou tu ouais, peux bah, c'est tomber ça, ouais. malade, ou il peut t'arriver plein de choses». Et c'est trop triste de se dire que tu vas rester dans une vie qui te convient pas et que tu commences déjà à te sacrifier alors que ça fait ça fait Alors que tu 5 même ans que pas tu fait, bosses, quoi. 10 de Ouais, et là, je me ouais. suis dit: «Waouh, il y a un problème, qui est pas un problème individuel, qui est un problème, en fait, systémique». Parce qu'on était plein dans mon entourage à se ressentir comme ça et pour autant à pas nécessairement en parler. Donc là, je me suis dit: «Ben, faut que j'arrête. On change. Faut que je change quelque chose». Et c'est de là qu'est parti, en fait, ce désir, de changement. Et du coup, par rapport à ça, par rapport au schéma du coup que tu traces un peu la tu rentrais dans les cases, quand tu as annoncé à tes parents que tu allais être, indépendante ou voilà, tu dis: «Ça y est, j'ai honte», qu'est-ce qui il y a eu des freins, c'est sûr, ils t'ont demandé, financièrement comment tu vas faire, enfin, c'est là où tu es passé un peu vagabond, c'est comment tu as géré la chose? Comment tu as amené la chose? Alors, comment j'ai géré la chose? En rétrospective, je sais pas. Je sais vraiment pas. Faut savoir que du coup, c'était période post-covid, enfin post premier confinement où j'ai demandé ma rupture conventionnelle, qui a été acceptée. Et 3 jours après, j'étais dans mon organisme de formation pour me former. Donc j'ai commencé par l'hypnose et puis après j'ai continué avec d'autres choses. Donc j'en ai parlé à mes parents et plus pour les informer. Je cherchais plus leur avis. À ce moment-là, j'avais commencé un travail aussi thérapeutique sur moi et j'avais bien compris que c'était justement aussi ce côté attente de réponse des parents ou validation dont il fallait que je sorte. Ouais, Donc je leur ai dit et ils n'ont pas compris, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à projeter, toute leur peur sur moi. c'est un peu Donc l'ancienne génération. exactement. Non, mais c'était vraiment bah, comment tu vas faire financièrement, tu sais jamais combien tu gagnes. Un CDI, c'est la sécurité de l'emploi. Et je lui disais: «Mais en fait, maman, non, parce qu'un CDI, tu peux être, aussi viré du jour au lendemain ou, il peut y avoir un problème dans l'entreprise du jour au lendemain et pour le coup, là, tu as rien derrière, tu dois retrouver de l'emploi. Alors que si tu es entrepreneur, tu as quand même davantage de contrôle, au moins un peu plus de contrôle sur ta situation et des compétences que tu peux mettre, en œuvre plus rapidement». Et ça, vraiment, en fait, ils étaient incapables de l'entendre parce que, bah, par rapport à leur histoire de vie, forcément, ça ne résonnait pas. Donc ils ont continué de m'envoyer, je le dis avec le sourire maintenant, mais ils ont continué de m'envoyer des fiches de poste pour candidater Ah oui, à carrément. des emplois, mais qui n'avaient rien à voir. Ouais, Vraiment, je me souviens d'une, c'était, responsable communication dans une grande enseigne. oui, ça a rien à voir en Donc, effet. bon, je savais que c'était un instinct plutôt de protection, mais à ce moment-là, c'était important pour moi, de dire, non, de dire, stop, de Arriver à poser dire stop à aussi, ses parents, c'est pas évident. des limites,
Ouais et bon, quand tu te rapproches de la trentaine, au bout d'un Oui, moment, tu te dis, faut aussi, parce qu'on est une génération qui a envie de changement et on n'a plus envie forcément de je vais pas dire rentrer dans les cases, mais on s'écoute plus qu'avant, on s'écoutait peut-être pas assez, je pense. ouais, je suis totalement d'accord et je pense vraiment qu'on est sur, on fonctionne différemment, on a un autre, paradigme, un autre mode de pensée pour, notre vie. On voit aujourd'hui, moi j'ai plein de potes qui, veulent se reconvertir, qui veulent être entrepreneurs, qui font des années de césure pour voyager avec, un backpack, ou d'autres personnes qui restent salariées, parce que c'est totalement aussi OK d'être salarié, Ouais, bah, oui. mais qui aiment bien changer régulièrement d'entreprise. Alors Ouais. qu'avant, c'était vraiment, trouve-toi une entreprise et fais toute ta carrière là-dedans, quoi. Donc, je pense vraiment qu'on est sur un autre schéma de pensée aujourd'hui et donc c'est difficile pour, la génération de nos parents de comprendre ça. C'est carrément ça, ouais. Aujourd'hui, ça fait 5 ans que tu exerces. Tu te spécialises dans les libérations des mémoires émotionnelles et traumas familiaux. En fait, tu accompagnes à faire ce dont tu aurais eu besoin à l'époque. C'est ça? Ouais, totalement et plus j'avance, plus je rencontre, des entrepreneurs, plus je rencontre, voilà, des personnes qui ont changé un peu de vie professionnelle, plus j'ai l'impression que les personnes qui trouvent leur voie et qui se sentent bien, c'est des personnes qui vont apporter maintenant ce qu'elles auraient eu besoin Oui, avant. c'est complètement ça. En Et je tout cas, trouve qu'il pour y a moi, une c'est ça. certaine poésie là-dedans, Ouais. de se dire: «Bah, voilà, moi j'ai pas eu droit à ça ou j'ai pas eu l'opportunité de bénéficier de ça, mais aujourd'hui, ben, je le partage avec les autres, à mon échelle». Donc bien entendu, il faut se former et cetera Ah oui, bah, correctement. c'est C'est sûr. pas juste, voilà, j'incarne ce truc-là, mais je trouve ça assez chouette de le présenter, comme ça. OK, c'est cool. Tu parlais de constellation familiale. Il y a une série qui s'appelle Le Chemin des Oliviers qu'on retrouve sur Netflix, qui parle de ça. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, mon sujet, préféré. C'est ça. Alors, les constellations familiales, déjà, on va dire c'est quoi? Les constellations familiales, est-ce que tu en as déjà fait toi? Alors ma femme en a déjà fait, moi j'en ai jamais fait. On a rapidement, mais c'est en fait, c'est perturbant parce que mais je vois ce que c'est, je serais C'est difficile de c'est l'expliquer. ouais, c'est compliqué à expli en gros, c'est plusieurs personnes, et tu as du coup, toi qui vas, sélectionner une personne parmi, heu, 1 ou 2 personnes, je crois et en fait, elle va expliquer la situation de non, la personne sélectionnée explique la situation et en fait, c'est des personnes dans le groupe qui vont jouer le rôle et il va y avoir toute une, synergie, comme ça. C'est Grossièrement, c'est ça. grossièrement, c'est ça. En gros, les constellations familiales, c'est un outil, tout comme, l'EFT, tout comme l'hypnose, tout comme la PNL, tout comme le tapping et cetera. Donc c'est un outil qui a été créé officiellement dans les années 80-90. Il y a plusieurs écoles, mais moi, c'est l'école de Bert Hellinger, mais sinon, il y a aussi Alexandru Jodorowsky et c'est un outil donc qui permet de représenter en 3D, dans la matière, ce qui se passe dans ton inconscient. Donc c'est-à-dire qu'on va adresser une problématique, un blocage. Heu, j'ai des blocages avec, l'argent, je n'arrive pas à m'exprimer dans mon couple, je suis toujours en colère, j'ai l'impression que je m'auto-sabote pour réussir et cetera et cetera. Vraiment, on peut tout poser et cette problématique, ce sujet de blocage, on va ensuite le représenter dans l'espace avec des personnes qui vont jouer donc le rôle, par exemple, si c'était toi qui étais constellé, qui ont joué peut-être, ton père, ta mère, ton entreprise, le rôle peut-être de l'argent, le rôle peut-être de ta femme, de tes enfants et cetera et cetera et ensuite on va faire interagir ces personnes. Ça va au-delà d'un jeu de rôle parce qu'en fait, il faut vivre une constellation pour comprendre vraiment ce qui se passe parce que c'est un outil somatique, c'est-à-dire que c'est un outil qui passe par le corps. Les Mmh. personnes, quand elles jouent ces rôles-là, elles ne te connaissent pas, elles connaissent pas ton père, ta mère Mais et elles vivent cetera. les émotions Mais elles vivent de exactement des c'est ça qui choses est fou, ouais. et c'est aujourd'hui, c'est difficile à l'expliquer scientifiquement, mais il y en a certains qui s'en approchent, notamment tout ce qui va toucher à la théorie des champs morphogéniques et on voit également, cette capacité qu'on a tous. Tu rentres dans une salle, tout le monde fait la gueule, personne te regarde, tu dis: «Ah C'est je sens froid, pas c'est la pas vibe, bon. c'est froid». Au contraire, tu rentres dans un lieu, il peut être, voilà, et tu vas l'expliquer ensuite parce qu'il y a peut-être certaines lumières, que tu as vu quelqu'un sourire ou quoi, mais dès que tu rentres dans une pièce, tu peux capter la vibe de la pièce. Tu peux Ouais. dès que tu rencontres quelqu'un, combien de fois ça nous est arrivé dans notre vie, on est en soirée, on rencontre quelqu'un, puis on dit:
ah, je ne sens pas cette personne, mais je ne sais pas pourquoi. C'est l'instinct. Et ben en fait, ça se base un petit peu sur cette capacité-là qu'on a, nous, à Mhm. l'intérieur, en fait, de pouvoir capter des informations émotionnelles dans ce qu'on va appeler un champ systémique. Et donc, le but des constellations, ensuite, eh bien, c'est de remettre de l'ordre dans le système, dans ce qui est posé, pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de blocage. Aujourd'hui, en fait, on pense qu'on sait qui on est et on s'identifie beaucoup à « je suis hypersensible »,« je suis timide »,« je suis extraverti ». Et on se pose plein d'étiquettes là-dessus. En réalité, en fait, tous ces « je suis », toutes ces étiquettes, elles ne sont pas vraies. Elles sont qu'une partie de notre identité. Parce que même quelqu'un qui se dit extraverti, il y a des moments où cette personne va être introvertie. Et donc, en fait, moi, mon taf, c'est vraiment d'aller au-delà de l'histoire que se raconte la personne sur elle-même, parce que souvent, c'est l'histoire qu'on se raconte sur nous-mêmes qui nous bloque dans des schémas de pensée et qui nous bloque justement dans ce qui nous empêche d'avancer. Parce que pour pouvoir réaliser ce qu'on a envie de réaliser dans notre vie, que ce soit développer une entreprise, que ce soit construire un couple heureux, que ce soit écrire un livre ou faire le tour du monde, on a besoin de changer d'identité, en fait. Il y a un changement d'identité qui se crée. Sauf qu'on est biologiquement programmé pour rester très accroché à l'identité qu'on a. Et c'est, encore une fois, c'est biologique, c'est physiologique. Tout ça, c'est relatif au système nerveux. On a été conditionné, donc très inconsciemment dans notre enfance, par nos parents, par nos figures d'attachement, à être d'une certaine façon. Et aujourd'hui, ça nous impacte, ça nous influence, et on ne s'en rend même pas compte. Je te donne 1 ou 2 exemples. Alors bien entendu, c'est à prendre avec des pincettes. Oui, bien Là, sûr. ce ne sont pas des généralités. Mais par exemple, moi, j'ai déjà accompagné des clients qui ont entendu pendant leur enfance « Ah là là, qu'est-ce qu'elle est sage, on l'entend jamais, elle est vraiment très mature pour son âge, etc. etc. » Aujourd'hui, ça donne quoi? Ça donne en fait une personne, une femme, qui n'a pas du tout confiance en elle, qui n'ose pas s'exprimer, qui a du mal à poser ses limites, qui a du mal à dire non, parce que dans son inconscient, le fait de s'exprimer, le fait de faire un petit peu de bruit, ça vient hérisser le poil de ses parents. Ce n'était pas quelque chose qui était valorisé. Donc pour continuer à avoir l'approbation, la validation, la reconnaissance inconsciente des parents, alors je continue de me conformer à un schéma qui n'est plus du tout bénéfique pour moi. Parce que potentiellement, je suis salariée et en fait, j'aurais besoin de demander une augmentation et j'ose pas. Et à chaque fois que je pense à aller devant mon boss pour lui demander, je me liquéfie à l'intérieur, j'ai la voix qui tremble et je me sens pas bien. Et on se dit, mais pourquoi je suis comme ça? C'est pas possible. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec une question de volonté, une question de discipline, une question de motivation. Rien à voir. Parce que tout ça, volonté, motivation, discipline, c'est du conscient. Alors qu'en fait, là, on parle de processus qui sont inconscients et qui sont bien souvent tellement inconscients qu'ils sont vraiment dans l'enfance, voire dans des périodes préverbales. Mais ça, je trouve ça ouf de dire que c'est un peu notre inconscient pas qui nous bloque, mais qui fait que, qui nous bride. Totalement. Totalement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est entre 90 et 95% de tous nos fonctionnements. Donc, quand je dis fonctionnement, c'est les gestes qu'on va faire, la façon dont on va parler, ce qu'on va dire, nos choix, nos comportements. Donc, c'est vraiment tout. 90 à 95%, ça vient de l'inconscient. Donc, si on a des schémas bien pourris, bien limitants, forcément que ça va être difficile pour nous de nous épanouir en tant qu'adultes, en fait. Et il faut juste dire, ou en tout cas rappeler que l'inconscient, alors déjà, ce n'est pas quelque chose de magique qui flotte au-dessus de nous et qui est dissocié de nous, bien entendu. Néanmoins, ces processus-là, ils ne sont pas là pour nous pourrir la vie. Ils sont là pour nous protéger. Et on va toujours préférer, inconsciemment, rester dans un environnement qui peut être toxique, qui peut être bridant pour nous, plutôt que de se risquer à autre chose qui pourrait éventuellement être mieux. Et parce qu'on a, entre guillemets, connu ça, et pour nous c'est normal, et du coup le fait de sortir de ça, et inconsciemment on se dit, et du coup on préfère... C'est ça. On peut se dire, ce serait mieux pour moi de déménager, ce serait mieux pour moi de quitter cette personne, ce serait mieux pour moi de quitter mon taf. On le sait, on se dit, mais si, il y a beaucoup plus d'avantages, j'ai besoin de le faire, ça ira mieux. Et ça bloque, et on ne sait pas pourquoi, parce que
physiologiquement, le corps se dit « ouais, peut-être que c'est mieux », mais ça, aujourd'hui, même si la situation elle est pourrie avec mon conjoint ou avec mon taf ou avec autre chose, je sais le maîtriser. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis encore vivant. Et donc, tant que je suis encore vivant, même si je suis pas bien, le corps va préférer rester dans cette situation. Et c'est pour ça que quand on n'a pas conscience de ça, ben, on se fouette et on se dit « mais je suis trop nulle, j'arrive pas à changer, regarde cette personne, elle l'a fait ». Ben oui, mais en fait, c'est normal. C'est un peu un frein à main en fait qu'on a à l'intérieur. Alors c'est con, mais ça remonte à quand j'étais en licence sur Valence, dans le sud, en 2016, où j'avais le premier jour de la formation, il y avait une prof qui était venue une demi-journée pour on va dire, casser un peu les barrières sociales et pour qu'on apprenne à se connaître, etc. Et elle racontait qu'en fait, à l'intérieur de nous, on avait comme un frein à main, où des fois, on voulait faire des choses, mais on avait comme un blocage. Et quand on m'a dit ça, à chaque fois que j'ai envie de faire quelque chose, je me dis, qui n'est pas naturel, je me dis, attends, pense au frein à main, laisse-le, et j'y vais. Et en fait, il y a des fois, je me dis, enfin, c'est con, mais ça débloque des choses, ce truc-là. Il faut juste y penser et se dire, allez, 1, 2, 3, et j'y vais. Exactement. Exactement. J'aime bien l'idée du frein à main. Parfois, il faut vraiment prendre même les deux mains Ouais, c'est ça. pour le desserrer. Ce que tu transmets, ce sont des choses qu'on devrait apprendre à l'école. C'est ce que tu racontais dans ton questionnaire. Et c'est complètement ça, en fait. Hein. Pour moi, c'est la base, en fait. La capacité à connecter avec ce qu'on ressent, à savoir comment processer, entre guillemets, une émotion. Tout ça, en fait, on ne l'apprend pas. Mais ce que nous apprend malheureusement voilà, l'école et d'autres systèmes de fonctionnement, c'est tout l'inverse. C'est comment bien paraître, comment être convenable, comment... Mais en fait, à la base, on est des animaux. Nous sommes des mammifères. Et il y a plein de réflexes instinctifs qu'on a oubliés ou qu'on a étouffés par souci de convenance sociale. Et puis, voilà, si tu vas creuser un peu plus, chez les femmes, ça va être certains trucs particuliers, chez les hommes aussi, selon d'où tu viens, le pays, la culture, la religion, etc. Et je trouve ça tellement dommage, en fait, parce que les enfants ont un fabuleux pouvoir d'expression et c'est très rare, en termes de proportion, que tu rencontres un enfant de 2 ans, 3 ans, 4 ans qui te dit « je me sens pas bien, je me sens pas à l'aise dans mon corps, j'ai pas confiance en moi ». Les enfants, en fait, ils sont là, genre, ouais, on va jouer ensemble, on va sauter dans la flaque de boue, on va faire ci, on va faire ça. Les enfants, ils sont intrépides, ils sont insouciants. Et tout ça, ça se perd au fur et à mesure. Et avec cette insouciance qui se perd, nos capacités à faire confiance à notre corps pour pouvoir digérer, traiter ce qu'il y a à faire. Quand tes clients ils viennent te voir, est-ce qu'ils savent, ils sont sceptiques ou ils savent déjà comment ils se sentent de base? Quand j'ai commencé, j'avais un petit peu de tout. J'avais beaucoup de personnes qui n'avaient jamais testé en fait un accompagnement de ce type-là. Aujourd'hui, vu que ça fait 5 ans que j'exerce, j'ai plus du tout de sceptiques parce qu'en fait, les sceptiques, voilà, dans mon contenu, dans ce que je partage, ça ne résonne pas en fait avec eux. Donc, j'en ai pas. Après, il n'y a pas besoin d'avoir identifié exactement le point de blocage, puisque le point de blocage est inconscient. Moi, les personnes, elles viennent me voir parce que elles se sentent perdues. Elles se sentent pas bien dans leur travail, mais elles savent pas pourquoi. Elles pensent qu'elles ont un blocage avec l'argent, ou elles n'arrivent pas à exprimer leurs limites. Ou alors, elles aimeraient bien écrire un livre. J'en avais une comme ça, se remettre à l'écriture. Et dès qu'elle essayait, ça tenait 2 jours, et elle n'y arrivait pas. Se remettre au sport, etc. Et en fait, du coup, de toute façon, moi, je dis, les personnes qui viennent me voir m'amènent un sujet. Oui, ce que j'allais dire, ouais, ils viennent discuter. Mais on va derrière. Et toi, tu vas creuser derrière et en fonction de ça, tu vas réussir à... Parce qu'en fait, ce qu'eux considèrent comme un problème, comme un blocage, le fait de ne pas recevoir assez d'argent, le fait de ne pas réussir à se mettre en couple, le fait de ne pas réussir à perdre de poids, etc. Ce problème, et je mets vraiment des guillemets parce que j'aime pas la notion de problématique, c'est pas un problème en fait. C'est une conséquence d'un fonctionnement inconscient qui s'est mis en place en amont. Et forcément, en fait, si tu focuses ton attention là-dessus, tu n'es pas en capacité de voir tout ce qui se passe en fait derrière. Et moi, mon taf, c'est justement de faire prendre énormément de recul et de la hauteur à ces personnes-là. Et j'irai même plus loin.
Vu que je travaille beaucoup en transgénérationnel, donc voilà, sur les parents, sur les grands-parents, parfois ça va jusqu'aux arrière-grands-parents et puis d'autres choses, les personnes n'ont pas besoin non plus de connaître leur arbre généalogique. Ouais. Parce qu'en fait, je ne travaille pas avec les informations de l'arbre généalogique, je travaille avec ce qui se passe dans le corps comme sensation au moment où on va évoquer un sujet. Oui, les Donc, messages. voilà, il n'y a pas Ouais, besoin en fait d'avoir tout un arbre, tout beau, tout prêt. Moi, par exemple, j'ai jamais connu mes grands-pères et au-delà de mes grands-parents du côté Et maternel, pourtant, tu as j'ai des choses qui aucune sont. info. Et pour autant, je peux bosser en fait sur ces sujets-là en étant accompagnée parce que je suis mon propre angle mort, mais ouais, c'est possible. Je dis ça parce que du coup, j'ai fait un accompagnement avec Manon et il y a des fois où, en général, on est en visio. Du coup, toi, on fait le travail en visio, donc tu le fais en visio, mais tu fais aussi non, tu fais plus en direct, je crois. Je fais du collectif en présentiel sur Ouais. l'île, des constellations familiales et après, des accompagnements individuels et en collectif en visio. OK. Et du coup, en fait, je suis avec mon casque, je m'allonge presque et en fait, elle va parler et en fonction de ce qu'elle dit et bah, il y a des mots, il y a des images qui me viennent à l'esprit et je me dis: «Quel est le rapport avec ça?» Du coup, je le dis en mode: «Bah, écoute, j'ai ça qui me vient à l'esprit» et en fonction de ça, elle arrive à traduire et mettre et enfin, je trouve ça assez fou quand même comme expérience. Donc allez la voir, c'est top. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on voit pas le travail, maintenant, mais on le voit dans les semaines, mois à venir et c'est après quand on se prend du recul, on arrive à se dire: «Ah oui, en fait, j'ai réagi comme ça, alors qu'il y a 2 mois, je réagissais différemment» et c'est là qu'on voit vraiment le travail. Ouais et ça, c'est hyper, intéressant, en fait, comme point, ce que tu fais parce que souvent, moi-même, j'ai été là-dedans au tout début quand, je commençais en tant que cliente à me faire accompagner, parce que je viens pas du tout d'un milieu où, on parlait émotions, santé mentale, tout ça. Donc j'ai commencé vraiment sur le tard et comment? Il y a vraiment, en fait, cette notion de moi, je croyais que j'avais besoin de vivre des choses fortes, des grosses libérations émotionnelles, d'avoir le déclic eureka pour que ça change. Et j'aimais bien aussi cette sensation. Et parfois, j'ai des personnes qui recherchent ça aussi, tu vois, qui se disent ouais, il y a une petite larmichette en séance, mais c'est tout, même si là, je me sens bien et mieux. Voilà, qui se disent est-ce que c'est vraiment débloqué sous couvert que j'ai pas vécu un truc de fou pendant la séance. Et en fait, ça, c'est une grosse croyance limitante pour le coup, parce que le changement n'a pas besoin de se faire dans la souffrance. On a souvent été éduqués à croire que pour changer, ça doit être des trucs de fou, ça doit être gros, ça doit être... Alors que pas du tout. Et bien au contraire, j'ai envie de dire, parce que quand on va vivre des choses très intenses émotionnellement, parfois ça vient surcharger le système nerveux et ça vient retraumatiser les parts de nous et les espaces de nous qui étaient déjà traumatisés. Donc c'est contre-productif. Et ça, c'était important pour moi de le mentionner aujourd'hui parce que sur les réseaux sociaux, il y a énormément d'accompagnants qui présentent certaines pratiques de médecine alternative avec voilà, cet argumentaire de on va faire des trucs de fou. Il y a des images, des vidéos aussi de personnes qui sont en transe, Oui, après, qui sont en c'est tremblement, extrême, quoi. etc. Et c'est très extrême, c'est très faux en fait. Ça peut se faire dans la douceur. Et le meilleur changement identitaire dont on parlait se fait quand justement on ne s'en rend même pas compte. Parce que c'est tellement fluide et tellement remplacé à un niveau inconscient que c'est souvent les autres qui te disent attends, il y a un truc qui est différent. Attends, mais il y a 2 mois, tu aurais pété un câble pour ça, tu vois. Et c'est vraiment rigolo. Et les changements peuvent se faire. Moi, je dis toujours, la séance, elle sert d'état des lieux pour aller creuser. On remet de l'ordre, mais après, ça a besoin de recirculer. Donc, ça se fait sur quelques semaines, quelques mois, selon les sujets. Et par exemple, la semaine passée, j'ai animé un atelier de constellation. C'était autour de l'argent. Et c'est une personne qui souhaitait travailler son rapport à l'argent parce que dès qu'elle en avait, on lui prenait, mais depuis toute petite. Et l'après-midi même, elle a vu sa mère et elle m'a envoyé un message en me disant mais c'est incroyable parce que ma mère se comporte totalement différemment avec moi et elle m'a fait un chèque alors que je lui ai rien demandé. Et même moi, en fait, je ne cesse pas plutôt de m'étonner des résultats parce que moi, je fais le travail, j'accompagne la personne, Oui, après, mais je ne sais jamais ce qui va se passer. ouais. Et des fois, je me dis, mais C'est waouh, fou quand j'aurais même. voulu imaginer le truc que ça n'aurait pas été aussi ouf que ça, tu vois.
À quel moment tu t'es dit que tu voulais faire de l'hypnose? Mmh. Je me le suis dit, je pense en 2020. Donc j'étais encore, à mon ancien poste pendant le confinement et j'étais un peu dans cette recherche de: «Je sais ce que je veux plus faire, mais je ne sais pas encore ce que je veux faire». Et je me suis demandé donc ce que j'avais envie d'apporter au monde, ce à quoi je voulais contribuer et finalement dans cette réflexion-là, moi, en parallèle, ça faisait un an et demi, 2 ans que je me faisais accompagner, par une hypnothérapeute et donc je la voyais très régulièrement et en fait, c'est ça qui m'a amenée à me questionner, qui m'a amenée à m'affirmer, qui m'a amenée à gagner confiance en moi OK. et en fait, je me suis dit: «Bah, pourquoi ne pas commencer par ce premier outil-là?» Et après aller, Et en fait, après, ça s'est ouvert sur d'autres choses. Donc, aujourd'hui, je me présente comme hypnothérapeute, régulièrement parce que ça parle un peu plus aux gens. Mais en réalité, il y a plein de façons de faire ce que je fais et aujourd'hui, on pourrait même dire que pour les plus, férus d'hypnose, que ce que je fais, c'est plus vraiment de l'hypnose, en fait. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est pour ça que enfin l'hypnose, Exactement. c'est Mais comment ça dire? parle C'est un pour peu plus. résumer, mais il y a C'est ça va ça. où est-ce qu'on peut te retrouver? Eh bien, sur Instagram, Principalement? principalement sur Instagram. J'ai également un site internet Ouais. et bientôt, normalement, une chaîne YouTube qui devrait, se mettre en route. OK. Mais, en tout cas, ouais, Instagram pour, échanger, m'envoyer un message pour me poser des questions. Il y a absolument, aucun souci. Je suis plutôt active et réactive. Ça marche. On mettra tous les liens dans la description. Donc, site, Insta et sur toutes les plateformes, d'écoute. Bah, écoute, merci Manon de ton temps. Merci à vous d'avoir, écouté ce podcast. Merci à toi Manon et puis, vous retrouvez toutes les informations dans la description et puis je vous dis, à la prochaine pour un nouveau portrait. Ciao! Et voilà les amis, c'est la fin de l'épisode. Un immense merci à Manon pour sa sincérité et à Arthur pour son interview. On retiendra que pour grandir, il faut parfois accepter de déconstruire tout ce qu'on pensait savoir. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Si l'épisode de Manon t'a inspiré, tu peux partager l'épisode à un de tes proches entrepreneurs qui a besoin de ce déclic. N'oublie pas aussi, pour travailler ton SEO avec Emily ou pour passer dans l'émission, tous les liens sont en dessous en description. Sur ce, c'était Horizon Podcast. On se retrouve très vite pour le prochain épisode.